Aujourd'hui, nous recevons l'éditeur réaliste, Monsieur Karim Maïzo, qui va nous parler des 52 ans d'humiliation du Congo. Monsieur Maïzo, bonjour. Bonjour, la Rose du Congo. Quel bilan pouvons-nous dresser depuis le 30 juin 1960 jusqu'à aujourd'hui, le 30 juin 2012? Le bilan qu'on peut dresser est un bilan extrêmement négatif parce que quand on regarde les niveaux du Congo en 1960 et aujourd'hui, le pays n'a fait que régresser. D'un pays presque émergent, le 30 juin 1960, avec un franc congolais qui valait 2 dollars américains, aujourd'hui nous avons un pays qui est bon dernier dans l'indice de développement humain. Donc c'est le pays où on vit le moins bien dans le monde, derrière les Niger, les Tchad et la Somalie. Et quels sont les facteurs qui ont influencé cette crise? Alors, les facteurs, il y a ce qu'on appelle les facteurs exogènes et les facteurs endogènes. Les facteurs exogènes, c'est des facteurs extérieurs, c'est la colonisation et le néocolonialisme. Vous savez, on a eu la malchance d'avoir été colonisé déjà, et puis d'avoir été colonisé par un petit pays de rien du tout. Bon, certains peuples du monde peuvent se réjouir en se disant, bon, nous on a été colonisés, mais par un grand pays, une grande civilisation, par exemple la Grande-Bretagne, la France. Nous, on a été colonisés par un petit pays. On a été humiliés de 1908 à 1960. On a vraiment été humiliés. On connaît ce que le roi Léopold II a fait. Il a commis un génocide au Congo. Le Congo a presque porté l'économie belge. À l'époque de la colonisation, si quelqu'un ne totalise pas les quotas de caoutchouc qu'il devait produire, on lui coupait la main. Ça, c'est une humiliation alors totale. On a connu un génocide avec Léopold II dont on ne parle pas. On a connu des mutilations corporelles dont on ne parle jamais. On a connu la spoliation. On a connu le fouet. Ça, c'est la première humiliation pendant l'époque coloniale. Bon, après l'indépendance, la deuxième humiliation qu'on a connue, c'est qu'il y a eu une table ronde en Belgique. On a organisé 2 tables rondes. Une table ronde économique et une table ronde politique. Cela veut dire quoi? Donner aux Noirs leur pays qui gèrent la politique, nous les Blancs, nous allons toujours continuer à gérer l'économie, c'est-à-dire à garder les richesses de ces pays pour nous. Donc nous avons un pays qui nous appartient, c'est juste le sol, mais tout ce que ces pays produisent comme richesse ne nous appartient pas. Ça, c'est la deuxième cause d'humiliation. La troisième cause, c'est juste après les indépendances, la Belgique, qui est partie par la petite porte, qui s'est enfouie le 30 juin 1960, est revenue par la grande porte en excitant la sécession du Katanga. Et depuis cette période, on n'a jamais connu la paix. Je parlais des facteurs exogènes. Parmi ces facteurs, il y a par exemple l'installation de M. Mobutu au pouvoir. Ça, c'est quelque chose qui a été boutiqué par les Belges et les Américains. Et Mobutu, depuis qu'il était là, il ne travaillait pas pour le pays, il travaillait pour la Belgique, il travaillait pour les Américains parce qu'il devait jouer le rôle de la politique de l'endiguement. Endiguer le communisme en Afrique centrale, que le communisme puisse s'arrêter en Angola, mais que ça ne vienne pas jusqu'au Congo. Et à force de lutter contre le communisme, monsieur avait oublié qu'il devait aussi travailler pour son pays. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pillé son pays complètement. Vous pensez qu'avec tout ce qu'on a comme richesse, on avait besoin que le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la Belgique, la France, les États-Unis nous prêtent de l'argent? Ça aussi, c'est une humiliation. Le fait qu'on nous prêtait de l'argent à tout bout de champ, et l'argent qu'on nous prêtait était mis dans des comptes en banque en Occident, notamment en Suisse, en France ou dans des paradis fiscaux. Et tous ces pays occidentaux qui nous disent qu'ils sont des parangons de la bonne gestion, de l'honnêteté. Mais ces pays recèlent l'aide économique qu'ils nous donnent, qui est volée par nos dirigeants, qu'ils gardent dans leurs propres banques. Ça aussi, c'est vraiment une véritable humiliation. Mais les facteurs endogènes, parce que ça c'était des facteurs exogènes, les facteurs endogènes, c'est nous-mêmes le peuple congolais. Le peuple n'a que les dirigeants qui méritent. Si on a eu Mobutu, c'est parce qu'on l'a mérité. On n'a rien fait pour protester. Bon, il y a eu quelques protestations, ça c'est vrai. En 1969, il y a eu des massacres des étudiants, il y a eu quelques politiciens, il y a eu les 13 parlementaires qui se sont révoltés contre Mobutu. Mais chaque fois que les étudiants, les parlementaires ou certains corps constitués avaient protesté contre la politique de Mobutu,
Toute la population n'a pas suivi. Conséquence, on a laissé Mobutu plus de 30 ans au pouvoir. Nous humilier, nous confisquer notre pays et faire de nous des parias dans notre propre pays. Voilà, ça, ce sont les facteurs donc exogènes et endogènes. Mais pendant le règne de Mobutu, il y a quand même eu une petite période de croissance, mais qu'est-ce qui a fait qu'elle n'a pas pu continuer? Bon, la période de croissance, c'est entre 1965, lorsqu'il a pris le pouvoir, et 1974. Bon, là, c'est comme le pays avait encore des infrastructures qui marchaient, il y avait une certaine croissance. La croissance s'est arrêtée au prorata de l'augmentation de la corruption. Donc, plus Mobutu devenait corrompu, plus le pays s'en allait à volo. Donc, cette croissance a été arrêtée lorsqu'on a commencé à violer les droits de l'homme, à faire en sorte qu'on n'ait pas une justice digne de ce nom, lorsque l'armée a commencé à se tribaliser, et lorsque la corruption a pris beaucoup d'ampleur, donc le pays a commencé à s'enfoncer jusqu'à atteindre les abîmes. Mais qu'est-ce qui a fait que Mobutu s'est laissé corrompre jusqu'à ce point-là? Ben, moi, je pense que c'est question d'éducation. Hein. Un politicien, il doit avoir le sens de l'intérêt collectif. Un politicien qui oublie qu'il est là au service du peuple, parce qu'en Afrique, c'est ça la grande erreur, surtout au Congo. La classe politique oublie qu'ils sont au pouvoir au service du peuple. Et ils pensent qu'ils sont là des droits divins, donc tout leur tombe du ciel, l'autorité vient de Dieu, et ils doivent jouir de toutes les richesses à leur propre compte, sans tenir compte de qui que ce soit. C'est ainsi que Mobutu, pour par exemple construire la ligne d'électricité haute tension Ingashaba, il a touché des commissions. Comment ça, vous êtes un président d'un pays et vous touchez des commissions sur quelque chose que l'on fait pour le bien de ces pays-là? Ça n'a pas de sens. Et lorsqu'il a développé un goût du luxe exagéré, est-ce qu'il avait besoin de construire tout ce qu'il a comme villa, tout ce qu'il avait comme villa en France, dans le sud, à Cap-Martin, en Suisse, où il a même déplacé tout un rail de train, aux États-Unis, partout. Est-ce qu'il avait vraiment besoin de tout ça? Moi, je pense que la corruption, c'est un problème d'éducation et un problème de moralité. Les politiciens congolais sont tout simplement des immoraux. Envie de rester connecté? Cliquez sur edtv.caseo.com. Bon, le départ de Mobutu, c'est que monsieur est resté longtemps au pouvoir. Il a beaucoup servi les intérêts des Occidentaux. Et lorsque les Occidentaux n'en avaient plus besoin, ils l'ont jeté comme un chiffon. C'est comme ça que ça se passe. Vous travaillez pour eux, vous êtes l'enfant chéri. Les jours où ils n'ont plus besoin de vous, ils vous comme un chiffon, comme un vulgaire chiffon, comme une serpillière. Et c'est ce qui s'est passé avec Mobutu. Lorsqu'on n'avait plus besoin de lui, on a trouvé quelqu'un d'autre pour le remplacer, on l'a fait partir. Et comme il s'accrochait au pouvoir, ben on lui a dit, bon écoute, ou vous obéissez, ou on vous humilie encore plus. Et moi, l'image qui m'a le plus touché, c'est que, juste avant son départ, lorsqu'ils ont organisé des négociations dans un navire de guerre sud-africain, dans le port de Pointe-Noire au Congo à Brazzaville, c'est Lutenika, on a vu Mobutu, le dictateur, l'homme fort, celui qui était un guerrier, un battant, celui qui a colonisé un pays aussi énorme de 2 345 409 km² pendant plus de 30 ans. On a vu ce monsieur se faire aider par un vieillard fatigué, Nelson Mandela. Ça, c'était aussi un symbole de l'humiliation. C'est-à-dire, on a été fort, on n'a pas travaillé pour son pays, et vers la fin, au soir de ce jour, on est soutenu par quelqu'un qui, normalement, a déjà perdu sa force physique, mais qui a quand même sa force mentale. Et cette façon dont on l'aidait à se relever, bien qu'il soit malade, c'était aussi une symbolique. Cela montrait que pendant 30 ans, il n'a rien fait pour son pays et qu'on avait toujours besoin de béquilles pour être debout. Ça, c'était les images fortes de la chute de Mobutu. Ok. Et pendant la présidentielle de Kabila le père, il y a eu aussi la crise a continué. Et quelles sont les principales causes qui ont fait que Kabila nous ait enfoncé encore un peu plus dans cette crise? Parce qu'on ne tire jamais la légitimité du pouvoir de l'étranger. Le pouvoir doit émaner du peuple. Kabila est venu avec les étrangers, c'est-à-dire les Rwandais, les Ougandais et les Burundais. Et tout cela derrière eux, il y avait les Américains et les Belges
qui ne veulent pas d'un Congo indépendant parce qu'ils doivent continuer à piller les pays. Donc, le fait qu'il soit venu avec les étrangers, il n'est pas venu pour travailler pour le pays, il est venu pour garantir les intérêts des étrangers. Et d'ailleurs, de toutes les façons, lorsqu'il a tourné Kazakh, qu'il a voulu travailler pour le pays, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a assassiné. Donc, on ne peut jamais développer un pays ou travailler pour un pays tout en tirant sa légitimité de l'étranger. Mais comment on explique que jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, après l'assassinat d'un président, il n'y ait toujours pas de... commission d'enquête pour trouver qu'il a assassiné? Oui. Mais c'est tout simplement parce que ceux qui l'ont assassiné, c'est des pays très puissants. Et ces pays-là étouffent cette affaire. Tu peux comprendre que Rafik Hariri, l'ancien premier ministre libanais, monsieur n'était qu'un premier ministre. Il n'était même plus au pouvoir. Lorsqu'on l'a assassiné, la communauté internationale a dépensé presque $1 milliard pour trouver qui l'a assassiné. Un ancien premier ministre. Mais pour Kabila, un président, aucune enquête. Pour Lumumba, qui était aussi premier ministre, qui a été assassiné, aucune enquête. Donc les Occidentaux ne mènent des enquêtes que quand ça les arrange. Lorsque ça ne les arrange pas, il n'y a aucune enquête. C'est comme ça. On a tué Thomas Sankara, un panafricaniste, pas d'enquête. Rafik Hariri, oui, il faut une enquête parce que Rafik Hariri, c'est quelqu'un qui travaillait pour leurs intérêts. Donc c'est comme ça que les choses marchent. Et c'est malheureux. Mais comment on explique que jusqu'aujourd'hui, les pays africains ont tant besoin de l'aide occidentale jusqu'aujourd'hui? Parce que les dirigeants africains ne tirent pas leur légitimité des populations africaines, ils tirent leur légitimité d'anciens colonisateurs qui, eux, leurs intérêts ne sont pas compatibles avec les intérêts des populations africaines. Donc, les dirigeants qui sont là, ils sont corrompus. Les Occidentaux ont installé en nous une mentalité d'assister. C'est-à-dire, toi, tu ne dois pas être autonome, tu ne dois pas travailler pour ton propre compte, on doit toujours t'aider. On doit toujours t'aider. Et comme les dirigeants qui sont là pensent qu'il faut toujours qu'on nous aide, ben, ils demandent de l'argent en Occident. Mais s'ils se concentraient, s'ils arrêtaient avec la corruption, s'ils installaient une vraie démocratie avec nos richesses, nous pouvons nous en sortir seuls. On n'a pas besoin de l'Occident pour cela. Mais comme on a des dirigeants pro-occidentaux qui tirent leur légitimité des pays occidentaux, ben voilà, la conséquence, c'est qu'on sera toujours des enfants, des éternels enfants qui dépendent d'eux. Pouvez-vous nous parler du rôle de Kasavubu dans l'évolution du Congo? Ben, Kasavubu, c'est quelqu'un qui s'est battu pour l'indépendance du Congo. Il s'est réellement battu. Au départ, la Bako était un mouvement culturel exclusivement réservé au Bas-Congo. Mais lorsqu'il se battait pour l'indépendance, il ne se battait pas que pour l'indépendance du Bas-Congo, c'était pour l'indépendance du pays tout entier. Alors, qu'est-ce qu'il nous laisse comme héritage? Il nous laisse comme héritage du président le plus honnête de l'histoire du Congo. Il n'a pas été corrompu, il n'a pas volé. Lorsqu'il allait en mission à l'étranger, il remettait l'argent qui restait à la caisse. Donc c'était quelqu'un de très honnête. Mais malheureusement, les Belges l'ont manipulé sans qu'ils s'en rendent compte et ils l'ont empêché d'aller jusqu'au bout de la noble mission qu'il avait pour le Congo. Donc ils l'ont neutralisé et en neutralisant Kasavubu, ils en ont profité pour assassiner aussi Lumumba qui avait une vision d'un enfant du pays, un nationaliste. Et c'est la mort de Kasavubu de Lumumba, qui nous crée des problèmes jusqu'aujourd'hui.